Qui dit nouvelle capsule, dit nouveaux invités. Aujourd'hui, je reçois Sandrine Marchasson, entrepreneuse, Marie-Camille Mondologne, accompagnatrice à la BGE, et Pierre Gironimi de chez Aprove. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat comme toujours et on va parler de handicap. Et oui, ce sont deux mots tout à fait compatibles, même s'ils sont très peu associés. Alors, je suis ravie d'en parler aujourd'hui avec vous autour de cette table. Je suis Audrey Royer et c'est parti pour cette nouvelle table ronde. Donc alors, je vais commencer par vous laisser la parole pour vous présenter. Donc Sandrine Marchasson, entrepreneuse. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement, s'il te plaît ? Alors donc Sandrine Marchasson, comme tu l'as si bien dit. Alors moi je suis entrepreneuse, mais je me vois comme une personne qui est réellement là pour pouvoir aider justement les entrepreneurs, les petits commerçants, les petites structures dans le recrutement, dans tout ce qui est RH, dans tout ce qui est paye et gestion de conflits du personnel. Et voilà, je suis là plus comme une accompagnatrice et une personne de terrain et vraiment de proximité. Tu vas aider les structures c'est vraiment de proximité, les petites entreprises. Voilà, c'est vraiment mon but. Ouais. Et alors, tu es autour de cette table. On va le dire, car tu es atteint de handicap invisible. Tout à fait. Voilà, donc on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, merci de ta présence. Marie-Camille, conseillère, formatrice en création d'entreprise. Voilà, donc j'accompagne les porteurs de projets, de l'émergence de l'idée, en passant par la structuration du projet, jusqu'à la concrétisation, on l'espère, du projet. J'accompagne aussi post-création, même certaines fois, je fais des formations. Et voilà, donc j'accompagne tout type d'entrepreneurs, quelle que soit la taille de la structure qu'ils souhaitent développer. Super, merci beaucoup d'être présente. Et notre dernier invité, Pierre, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc c'est toi qui es coordinateur de projet et chargé des ressources humaines dans la structure Aprove. Est-ce que tu peux présenter du coup ton poste et un peu la structure ? Alors, moi je représente la Scope Aprove. Je suis associé salarié depuis maintenant 5 ans. Aprove, son cœur de métier, c'est bien sûr l'entrepreneuriat. Donc en fait, on accompagne et on conseille des porteurs de projets à la création, mais aussi à la reprise d'entreprise. Quand je dis accompagne et conseil, c'est de A à Z, donc sur toutes les étapes d'un projet, mais aussi a posteriori. À côté de ça, on fait également de la formation professionnelle et de l'animation de territoire, sans oublier bien sûr le numérique. Super. Voilà. Merci beaucoup. De beaux projets chez Aprove également. Donc voilà, on va commencer avec une question là tout de suite. Entreprendre quand on est porteur de handicap, est-ce que c'est un risque accru ? Qui c'est qui veut commencer ? La première question, je sais, c'est toujours la plus compliquée, il faut se lancer. Sandrine. Oui, c'est un risque accru pour diverses raisons. D'abord parce que, justement, on est porteur de ce handicap qui fait que parfois il y a des complications, donc on n'est pas forcément toujours à 100%, même si on donne le meilleur de soi-même, c'est pas toujours évident. Et également financièrement, parce que c'est vrai que être auto-entrepreneur, ça a certains avantages, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. C'est-à-dire que finalement, si on ne cotise pas suffisamment à la sécurité sociale, là, moi qui viens de me faire opérer, par exemple, là, je n'ai pas de ressources, quoi. Il n'y a rien qui rentre. Donc, oui, ça peut être très compliqué sur le long terme. Oui. Parce que puis on ne comprend pas trop pourquoi non plus, finalement, vous n'allez pas plus vite, pourquoi vous voyez, au niveau du travail qu'on va rendre aux entreprises, c'est ça que tu dis, les entreprises ne comprennent pas des fois pourquoi c'est un peu plus long, pourquoi ça prend du temps Non, pas forcément, parce que j'essaye de ne pas le montrer, puisque moi, j'arrive à travailler à partir de chez moi. Mais c'est dans une globalité, en fait, où en fait, on ne peut pas avancer comme réellement on pourrait le souhaiter. Parce qu'il y a des moments où on a des freins qui font qu'on est obligé de stopper un petit peu l'activité. Ce qui est, on va dire, les commandes qui sont passées, les choses, on s'y tient le plus possible, même quand ça ne va pas bien. Parce que pour moi, c'est un facteur qui est extrêmement important, c'est de tenir mes engagements. Mais par contre, une fois que ça a été réalisé, peut-être qu'on va mettre un frein
parce qu'on ne va pas pouvoir se réengager tout de suite sur quelque chose. Oui, en fait, c'est en interne. Tout à fait. Que là, on se demande pourquoi est-ce qu'on met plus de temps alors qu'on voudrait aller plus vite, on a les idées qui fusent, mais c'est des fois nos capacités, notre corps. Même vu de l'extérieur, parce que des personnes qui vous connaissent, qui aimeraient vous proposer des choses, ils n'ont pas cette réflexion, ils n'ont pas ce sentiment quand ils me voient. Ah bon, mais je veux dire, ils ne comprennent pas, quoi. Parce que tu es transparente quand tu parles, quand tu échanges avec un client, tu dis que tu es atteinte de... Pas du tout, non. Non, tu essaies de ne pas en parler. Non, j'en parle pas. Parce que tout de suite, ça risque justement d'être un frein. La personne, elle va se dire, oh là là, mon Dieu, en plus, c'est handicapé, alors là... Parce que c'est la mentalité qui est comme ça. Il y a un tabou, on lui disait en off, du coup, il y a un tabou autour de ce handicap. Pierre, je sais que quand on en a parlé, tu me disais, mais moi, les types d'accompagnement, il n'y a pas de différence que la personne soit atteinte de handicap ou pas, voire les personnes qui sont atteintes de handicap ne nous le disent pas. Alors, c'est vrai qu'en règle générale, dans la plupart de nos accompagnements, c'est pas une grosse généralité non plus, mais dans la plupart, les personnes n'en parlent pas de cette reconnaissance de travailleurs handicapés ou même le fait qu'ils aient un handicap invisible. Donc, du coup, forcément, nous, on n'adapte pas puisqu'on n'est pas au courant de la chose. Je pense qu'il y a pas mal de tabous vis-à-vis de ça, mais aussi lié à ce que vous disiez, les schémas mentaux qu'on a vis-à-vis de la société, vis-à-vis de j'ai un handicap, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas, si j'en parle, quel impact ça va avoir sur ma vie perso, sur ma vie pro, etc. Donc voilà, après on va se dire que c'est des choses qui nous regardent peut-être à nous. Mais bon, après, dans l'accompagnement, Marie-Camille, c'est peut-être des choses essentielles à savoir pour avoir droit à certaines aides, avoir droit à un certain type d'accompagnement. Oui, voilà, nous on a un partenariat avec la GFIP, BGE Corse, et donc du coup on accompagne les porteurs de projets qui sont en situation de handicap via une fiche de prescription qu'on doit recevoir. Et c'est vrai que voilà, je vois la catégorie du handicap, que ce soit moteur, psychique, cognitif, auditif, etc. Mais j'explique bien à mes entrepreneurs que voilà, on va structurer le projet, que c'est juste un accompagnement qui est pris en charge. Déjà, parce que l'accompagnement, il est pris en charge. Qu'on demande de la prime ou qu'on ne le demande pas, il y a une prise en charge qui est faite. Et voilà, selon le handicap, on peut voir déjà, on va vérifier quand même l'adéquation en projet et que le projet est toujours en adéquation, le nouveau projet professionnel, parce que certains souhaitent juste se lancer dans l'entrepreneuriat, mais garder leur même métier. Certaines fois, voilà, il y a des contre-indications médicales, donc on en discute, on voit s'il y a une possibilité de légèrement évoluer le projet, légèrement le structurer vers une autre voie. Mais en règle générale, c'est vrai que si c'est complètement une reconversion professionnelle, en règle générale, moi, c'est les entrepreneurs qui m'en parlent ouvertement de leur handicap. C'est vrai que rarement, je suis toujours au courant du handicap. Déjà, tu ne demandes pas le handicap je ne le demande pas directement. Le handicap, je le vois avec la catégorisation, mais le handicap réel, je ne le vois pas. C'est vrai que moi, souvent, mes entrepreneurs me l'annoncent, m'expliquent, et parce que, voilà, comme c'est un projet d'une vie, parce que du coup, voilà, c'est carrément une reconversion professionnelle, souvent, du coup, pour m'expliquer leur motivation, qu'est-ce qui les pousse à créer leur entreprise, leur propre activité, ils m'expliquent leur histoire, et leur histoire passe par leur handicap, et donc, voilà, c'est pour ça que je suis mise au courant. Ok. Tu as annoncé deux choses que l'on va préciser tout de suite. On est au début de cette table ronde du coup. Donc, qu'est-ce qu'un handicap ? Moi, j'ai une petite définition que je vais vous lire. On va pouvoir en discuter. Donc, un handicap, c'est toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Toujours plus long, les définitions. Oui, mais elle est juste. Ouais. Donc ça, c'était tous les types d'handicap. Est-ce que je les ai tous cités ? Donc il y a physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique. Il y a auditif et visuel. Donc ça fait partie du sensoriel. Ah oui, il y a écrit sensoriel. Ouais. Souvent, ils font la différence entre les deux. Après physique, j'imagine que ça doit être moteur.
Oui. Maintenant, ils différencient même les deux. Ils différencient moteur et physique. Hein. Ah, d'accord. Ok. Oui. Et après, mental, cognitif, donc là, ça va être si la personne a... qu'est-ce qu'on peut dire en santé mentale, est-ce qu'elle a des troubles psychiques type bipolarité Bipolarité, schizophrénie, perte de mémoire. Okay. Il y en a tellement. Oui, voilà, on va pas commencer à aller... C'est vaste, ouais. Du coup, ça doit être quand même compliqué soit d'adapter, soit de pas adapter, mais quand même, la personne sait qu'elle a des freins. Si elle est reconnue personne handicapée, c'est qu'elle a forcément des freins dans sa vie de tous les jours. C'est quand même compliqué d'adapter un accompagnement ou d'adapter son mode de fonctionnement, son entreprise vis-à-vis de ce handicap, qu'il soit visible ou pas. Oui, sinon, c'est pas évident parce que justement, après, c'est un petit peu au jour le jour parce que y a des fois où on va être très, très, très bien, donc ça va. Et puis, il y a des fois où vraiment, on va pas pouvoir... par exemple, dans mon cas, je vais pas pouvoir prendre ma voiture pour aller prospecter, pour aller démarcher, pour aller voir des gens, même pour faire des visioconférences parce que je marche aussi pas mal par visioconférence parce qu'il y a des fois où justement cet handicap qui est invisible a des répercussions moteurs réellement. Il n'y a pas besoin... malheureusement, on voit les personnes qui sont en fauteuil roulant, mais il y a aussi ceux qui ne le sont pas, bien sûr, mais qui ne peuvent pas forcément marcher, se lever, bouger à ce moment-là, pour diverses raisons. Et psychique parce que justement la douleur et les traitements que l'on peut prendre ont des répercussions justement au niveau psychique, c'est-à-dire perte de mémoire parce que les traitements sont un petit peu forts ou parce que justement ils vous mettent complètement KO. Voilà, parce qu'il y a des moments où on est obligé de faire plus ou moins du surdosage et on ne fait pas du tout de médication, c'est encadré, bien entendu. Mais il y a des moments où on a pour ma part, où j'ai cette obligation-là, et à ce moment-là, je peux pas avancer, donc je peux réellement rien faire. C'est pour ça que le côté moteur et psychique, finalement, il est aussi lié au handicap invisible. Et ça, on s'en rend pas compte. Mais c'est le plus dur, je le sais, parce que alors on va prendre des exemples simples, mais la place handicapée, les caisses prioritaires ou plein de choses. Au final, quand on voit une personne qui est debout, qui physiquement a l'air d'aller bien, on va dire qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous prenez la place d'une personne handicapée ? Parce qu'au final, ce sont que les handicaps visibles que l'on prend en considération. En fait, on se fait juste notre propre avis sur ce qu'est le handicap et on a peut-être des idées même reçues sur des croyances limitantes. Sur la vie des personnes en situation de handicap, sur leurs capacités, etc. Et souvent, ces personnes, pour te couper sur ça, excuse-moi, mais souvent, du coup, elles sont obligées de montrer leur carte. Certaines montrent une preuve comme quoi elles sont en situation de handicap, justement parce qu'elles savent qu'elles ont un handicap invisible et qu'elles sont obligées, dans la situation actuelle, obligées de le justifier. C'est dingue d'être obligé de se justifier aussi. Moi, quand je me gare sur une place de parking, quand je fais mes courses, ou d'ailleurs, déjà, j'ai envie de dire... il n'y a pas assez de places de parking pour les personnes c'est un autre sujet là, Sandrine. Non, mais c'est hyper important quand même. Au niveau des places de parking, je suis désolée, sur ça, je ne vais pas pouvoir t'aider aujourd'hui. Mais on entend. C'est bien qu'on l'entende, parce que peut-être quelqu'un nous l'entendra aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous vous garez, vous avez votre carte sur le pare-brise, forcément, logiquement, on l'a sur le pare-brise. Et quand vous descendez, vous avez des personnes qui passent à côté de vous, qui vous regardent de la tête aux pieds. Déjà, c'est très désagréable et qui vous regardez sur votre pare-brise. Du coup, au niveau de la prospection, c'est peut-être ça aussi. Si un client vous garez sur une place handicapée, est-ce qu'il va avoir des a priori sur vos compétences? Alors là, c'est là où c'est pour ça que j'ai eu un petit coup de gueule sur les places handicapées. Bien souvent, quand je fais la prospection, de toute façon, il n'y en a pas des places handicapées. Donc, oui. Non, mais il faut être conscient que on va tourner des heures parfois pour trouver une place, pour se retrouver le moins loin possible de la personne que l'on doit aller visiter, rencontrer.
Donc ça implique de marcher, ça implique beaucoup de choses. Et puis après, il y a ce regard négatif donc de ces personnes qui vous regardent et puis qui vont même vous rigoler au nez en disant ah ouais, handicapé, genre mon œil quoi. Moi, il y a des moments où ça m'a mis fortement en colère et je dis mais vous êtes médecin? Parce que moi, si vous voulez, j'échange avec vous, vous prenez tous les traitements que je prends. C'est de l'injustice. Ah oui, non, parce que ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi. Il y a des pensées limitantes. Et je pense que beaucoup de personnes devraient réfléchir avant de parler. Parce qu'il y a des préjugés qui sont complètement... On y reviendra sur ces préjugés-là. Ça nous fera notre transition tout à l'heure. On va continuer sur l'accompagnement, justement. Tu nous parlais également de l'AGFIP. Marie-Camille. Oui. Alors l'AGFIP, déjà pour expliquer l'acronyme, c'est l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. C'est une association qui a pour but de favoriser l'accès et le maintien à l'emploi des personnes en situation de handicap. Et donc, à travers cette mission d'aider les personnes en situation de handicap, elle œuvre sur différents points. Donc déjà, dans un premier temps, elle collecte et elle gère des contributions des entreprises dans l'obligation de l'emploi. Ensuite, elle crée, des partenariats avec des acteurs publics, locaux et nationaux pour justement amplifier les politiques publiques destinées aux personnes en situation de handicap. Et enfin, donc elle propose des offres d'intervention, donc sous différentes formes. On peut avoir le conseil, l'accompagnement et des aides financières, alors là, qui seront destinées soit aux personnes en situation de handicap ou aux entreprises privées, parce qu'il y a aussi des aides pour les entreprises privées. Qui embauchent des personnes en situation de handicap. En situation de handicap. Donc, il existe plusieurs aides. Donc, il y a, j'en citais quelques-unes, l'aide à la création d'entreprise, du coup, l'aide à la formation, l'aide au parcours vers l'emploi. Et après, il y a d'autres aides pour l'aménagement de poste. Et je sais qu'à partir d'un certain nombre d'employés, l'entreprise a une obligation d'avoir 6% de personnes handicapées dans la structure. Exactement. À partir de quel... Est-ce que vous savez le seuil? Faut que je vérifie. 250, je crois. Non, 30 personnes. 30 personnes, je crois. Mais il faut vérifier. Bon, très bien. Si jamais on le marquera en précision à ce moment-là. Ce que tu dis, en fait, ça a pour but de valoriser le travail des personnes en situation de handicap. En quoi est-ce que, du coup, l'entrepreneuriat, selon vous, est l'une des solutions pour développer l'emploi des personnes en situation de handicap? Moi, je pense que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on a la possibilité, via ça, de créer son propre emploi. Donc, on connaît tous le schéma classique salarial qui est assez répandu. On le confronte du coup au schéma entrepreneurial, mais le schéma entrepreneurial, en fait, c'est dans certains cas, dans tout, mais le fait de créer son propre emploi. Un petit peu, on parlait tout à l'heure des auto-entrepreneurs. Là, clairement, c'est une possibilité, selon moi, pour les personnes en situation de handicap de vraiment créer de A à Z leur propre emploi. Donc leur emploi sur du mesure, temps. Quelque part. Leur emploi du temps, tout à fait. Selon leurs contraintes. Selon leurs contraintes, voilà. Peut-être qu'ils ont des facilités aussi à faire telle ou telle chose qu'ils n'auraient pas dans un emploi salarial classique. Donc selon moi, créer son propre emploi, c'est ce qui me semble le plus adapté pour ce genre de situation. Oui. Peut-être parce que méconnu par les entreprises ou encore, on en revient toujours, c'est des pensées limitantes de la part des entreprises peut-être pour embaucher des personnes. Oui, là on revient sur l'exemple des préjugés. L'employeur qui va avoir tel ou tel préjugé par rapport à une personne avec un handicap visible ou non visible. Les plus gros préjugés, je pense, sont sur la productivité. Oui, mais pas que. L'absentéisme. L'absentéisme, ouais. Le fait d'être moins concentré, peut-être, ça c'est des préjugés. Oui, ça peut être. Ils estiment que pour certains patrons, on va dire, la personne en situation de handicap n'est pas fiable. Ouais. Et quand ils ont des doutes sur la fiabilité d'une personne, concrètement, ils ne l'embauchent pas. Et ce qui est dur dans un emploi salarié, pour certains handicaps, c'est le travail en 35 heures, mais c'est des horaires fixes, c'est 8 heures, midi.
des horaires fixes, et donc il n'y a pas cette espèce de flexibilité, parce que je veux dire 90% des emplois, il n'y a pas de flexibilité dans le travail. Voilà. Donc, il y a des horaires. S'il y a 5 minutes de retard ou 10 minutes de retard, certains employeurs, ça ne passe pas. Et donc, quand on a certains impératifs de santé, avec peut-être une prise de médicaments ou des opérations en urgence, concrètement, voilà, il y a des choses que la personne en situation de handicap ne peut pas justifier. L'histoire des pauses aussi peut-être, pour revenir à ce que tu disais. Oui. L'histoire des pauses durant le temps de travail, ils ne sont peut-être pas adaptés au handicap de la personne. Des fois, les pauses sont imposées dans les grandes entreprises. Mais là, clairement, peut-être qu'il faut plus de temps à la personne, ou au contraire, il n'a pas besoin d'autant de temps, parce que s'il passe autant de temps après... Voilà. Mais peut-être à intervalles réguliers, 2 minutes par 2 minutes par 2 minutes, tout au long de la journée. Peut-être. Ouais. Non, moi je pense surtout que quand ils embauchent quelqu'un en situation de handicap, c'est déjà de connaître, sans que ça devienne discriminatoire, parce que bien souvent c'est discriminatoire, c'est de connaître réellement ce qui va les freiner pour justement pouvoir adapter réellement le poste, et il ne faut pas croire, ces personnes sont fiables, elles sont parfaitement fiables parce qu'elles veulent travailler. Donc si ils avaient ces pensées moins fermées, restrictives, et qui puissent leur proposer pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions, je vous laisse un peu gérer. Bon, après, pas ça va être, en fait, ça va être l'échange avec le salarié. Voilà, exactement. Et ils se rendraient compte qu'en réalité, ces personnes-là, elles sont tout à fait productives. Ah oui. Parce qu'elles veulent travailler. Elles n'ont pas envie de... C'est pas le but. Surtout quand elles cherchent un emploi, ça veut dire que oui, elles veulent travailler. Mais il y a de la discrimination. Et il y a de la discrimination, on la voit tous les jours. Elle est quand même normalement interdite et punie par la loi, mais tout le monde s'en fout. Donc, ce qui les pousserait du coup à créer leur propre emploi? Marie-Camille, en quoi ça développerait l'emploi des personnes en situation de handicap, l'entrepreneuriat? Pour revenir un petit peu, c'est vraiment de répondre, c'est de pouvoir adapter son rythme d'activité vraiment aux impératifs, aux problématiques de santé. Pour compléter ce qu'on disait, ce qui peut être intéressant dans l'entrepreneuriat avec une personne en situation de handicap, c'est qu'elle peut créer son propre marché. Moi, j'ai eu le cas là assez récemment avec, là, pour le coup, un handicap visible, une personne qui était sourde. Et cette personne sourde, du coup, on a dû adapter l'accompagnement. Là, pour le coup, on a fait appel à une interprète en langue des signes, Gaëlle Madec, que je salue si elle nous regarde. Et cette personne-là, en fait, elle avait un projet de création d'entreprise à destination des personnes en situation de handicap. Et du coup, forcément, quelque part, il a créé son propre marché et il va sur... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un marché de niche, mais ça favorise, du coup, l'entrepreneuriat dans les situations de handicap. Super. Du coup, là, tu me fais penser à une autre question. Les besoins les plus fréquemment remontés par les personnes, les entrepreneurs futurs ou installés en situation de handicap, quels sont-ils? Là, par exemple, est-ce que tu as un exemple concret avec cet homme qui était malentendant? Alors, avec cet homme qui était malentendant, lui, après, c'est les besoins. Est-ce qu'on peut dire que c'est des besoins spécifiques au handicap? Je ne sais pas, c'est des besoins financiers. C'est les premiers qui me viennent à l'esprit. Non, pour le coup, pas que je me souvienne. Il n'y avait pas de besoin spécifique à ça. Lui, sa volonté, c'était vraiment de travailler et d'aider aussi, parce qu'il y a une dimension sociale là-dedans, les personnes en situation de handicap via son projet. Alors nous, quand les personnes en situation de handicap nous contactent, elles recherchent un accompagnement personnalisé sur toutes les étapes qui mènent à la création d'entreprise. Et c'est vrai, donc je vais revenir sur la GFIP, parce que là, c'est vraiment un peu un de nos cœurs de métier. Mais le partenariat AGFIP BGE Corse permet de fournir aux personnes en situation de handicap un accompagnement sur mesure. Donc, pour revenir, Gaëlle, s'il y a besoin d'un interprète, mais vraiment si vous voulez, d'apporter un soutien
dans mon cas, pour la demande d'aide à la création d'entreprise. Donc, on va vérifier, parce qu'il y a des critères d'éligibilité, on va vérifier les pièces justificatives, on va structurer le projet, on va aussi fournir à la GFIP la viabilité du projet. Et en plus de ça, ce qui est bien dans l'accompagnement qu'on peut leur fournir, c'est qu'on va leur fournir un accompagnement post-création, donc sous forme de conseils, mais aussi d'adaptation par rapport à l'organisation de la structure. Et aussi, on peut même créer des tableaux de bord avec des indicateurs économiques pour pouvoir anticiper les potentielles faiblesses ou risques de l'activité. Donc c'est vrai qu'il faut se dire que l'accompagnement pour une AGFIP, c'est vraiment un accompagnement sur mesure. On avance. Il n'y a pas un délai d'accompagnement, vraiment. C'est lorsqu'on monte le projet, c'est vraiment en fonction de l'entrepreneur. Du projet, de l'avancement du projet. Est-ce qu'on est dans l'émergence de l'idée? Est-ce qu'on on souhaite concrétiser le projet? Donc on va le structurer. Donc vous regardez aussi, parce que Marie-Camille, tu as pu accompagner Sandrine dans la création de son entreprise. Oui, Marie-Camille m'a accompaggnée du début, puis elle m'accompagne encore. Et, sur le soutien post-création, on continue. Il y a tout de suite eu un bon feeling. Moi, j'ai confiance en elle. Je sais que quand elle a su répondre à toutes les questions. Elle a su répondre. Elle est disponible, elle est au top. Tout simplement. Franchement, non, c'est vrai. Tu es validée. 5 étoiles sur Google, Marie-Camille. Non, mais c'est vrai, parce qu'on crée un lien, en fait. À ce moment-là, il faut dire que dans l'accompagnement, on apporte aussi nos connaissances, mais il y a aussi un aspect social. On va discuter, on va essayer de comprendre l'entrepreneur, pourquoi ce projet, qu'est-ce qui vous motive, quelles sont les aspirations? Et en fait, il y a tellement une histoire derrière que du coup, Il y a ça, puis il y a l'intime aussi, parce que justement, on ne va pas forcément parler de l'handicap, même si elle en avait... Elle le savait, ne serait-ce que par rapport à l'emploi, etc. Par rapport à la catégorie du handicap. Mais je veux dire, c'est vrai que le fait déjà de pouvoir en parler, se livrer, lui expliquer, plus ou moins, sans rentrer dans des grands détails, mais lui expliquer vraiment au quotidien ce qu'on peut vivre, ce qu'il y a, c'est forcément, il faut qu'on ait confiance en la personne, et il faut que, il faut que ça matche, quoi. C'est exactement ça, Et puis nous, d'en échanger, avec beaucoup de détails, ou plus ou moins de détails, selon la personne que j'ai en face de moi. C'est vrai que ça permet de me mettre à la place de l'entrepreneur et de visualiser le projet et les possibilités aussi derrière du projet, voire même les limites aussi du projet. Pierre, tu me disais que toi, les accompagnements, excepté la personne malentendante, bien évidemment que, sauf si tu maîtrises la langue des signes, mais les accompagnements ne sont pas différenciés. Ils ne sont pas différenciés lorsque, ce que je disais tout à l'heure, la personne ne nous signale pas le handicap. Bien sûr, après, si besoin est qu'on a besoin d'adapter l'accompagnement, on le fait, on le fera, c'est comme on a fait avec la personne sourde. Mais dans la plupart des cas, en tout cas pour notre cas à nous, il y a beaucoup de tabous. Je reviens là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de tabous, les gens n'en parlent pas. On est obligé de, excusez-moi l'expression, tirer les verres du nez pour leur donner accès aux aides. Donc, on parlait de la GFIP tout à l'heure, leur donner cette aide-là. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Et pour revenir à ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est vrai que quand on travaille sur l'émergence de l'idée, l'émergence de projet, on demande souvent aux porteurs de raconter un petit peu la genèse du projet. Et en fait, c'est là que peut-être... C'est là qu'en fait on se rend compte que... On comprend. Voilà, c'est là qu'on comprend que cette idée, ce projet est né en fait d'une histoire qui forcément est liée au handicap. Oui, c'est ça. Et en fait c'est hyper transversal, hyper central dans leur vie. Oui, souvent, c'est de la reconversion professionnelle. Moi, je vais revenir sur un sujet, mais c'est vrai que j'ai aussi pas mal d'entrepreneurs qui ont eu une reconnaissance ou une pension d'invalidité ou une rente d'accès à un travail suite à un métier qui a été qui a duré des années et des années. Et du coup, le handicap, parce qu'il n'y a pas que de l'handicap, on va dire, il y a plusieurs types de handicap. Il y a l'handicap qui aussi vient par rapport à un métier. Je pense beaucoup à l'handicap moteur. Ou les acouphènes.
Voilà, oui, voilà, par exemple, les Enfin, personnes moi, qui sont dans le bâtiment. J'ai un exemple concret, mais ouais, bien sûr, les personnes qui sont dans le bâtiment. Souvent, voilà, j'ai beaucoup de personnes qui ont travaillé dans le bâtiment et qui ne peuvent plus, au vu de leur santé, et voilà, qui cherchent à se reconvertir dans une branche de métier pas trop éloignée non plus de ce qu'ils ont fait, mais voilà. Voilà. Très bien. Est-ce que tu veux donner des précisions sur la genèse de ton projet, comment tu en es arrivé à dire, bon, peut-être je trouve pas de travail, donc je vais créer mon entreprise, ou comment ça est arrivé? Oui, c'est un petit peu, c'est un petit peu arrivé comme ça. En fait, au départ, moi j'étais pendant très très longtemps dans le commerce, donc j'ai porté énormément de choses lourdes, ne serait-ce que, par exemple, prêt-à-porter, on ne croirait pas, mais c'est quand on reçoit les collections qu'il faut changer, puis en permanence, on porte du poids, on fait... Bon, et il y a tout... On va dire que j'ai eu plusieurs vies, comme beaucoup de personnes à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Donc moi, j'ai fait des reconversions professionnelles, plusieurs pour avoir un métier complet, que ce soit dans le recrutement, le RH et la paye. Et ne trouvant pas de travail, justement... Il y a eu un moment, parce que alors j'en ai balancé des CV, hein, et puis quand je... Enfin bon, après, bref. Et donc c'est récent, ta création d'entreprise? Ma création, elle date du 13 mai, hein, exactement. Alors c'était mai. Ouais, c'était en mai. Et oui, parce que en fait, j'avais même pas de réponse. D'accord. J'avais même pas de réponse. Et pourtant... Au début, je ne mettais pas RQTH. Après, je l'ai mis. Après, Marie-Camille m'a dit non. Donc, j'ai enlevé. Mais bon, c'est oui, vrai parce que dans certains cas, dans certaines entreprises, ça peut peut-être aider au niveau du quota. Après, enfin bon, c'est tout, le recrutement par le quota, c'est peut-être un peu discriminant aussi, mais... Oui, mais bon, ils ont ces facilités. Ils savent très bien qu'il y a des aides. Voilà, ils savent que s'ils recrutent une personne RQTH, ils vont avoir des allègements fiscaux. Donc, dire, ils sont quand même gagnants. Encore une fois, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas être à 100% et qu'on ne peut pas travailler. C'est faux. C'est complètement faux. Ah oui. Mais voilà, c'est récurrent. Et puis franchement, c'est barbant de voir cette mentalité et ce retour qu'on peut avoir. Voilà, déjà que dans le recrutement en général, ils ont du mal à réagir, ils sont très lents, même quand les gens sont au top, hein, qu'ils n'ont pas de soucis. Alors imaginez quelqu'un qui a des soucis. Et moi, le peu de... réellement... de retour où j'ai pu aller vraiment en entretien, même avec des douleurs, avec tout, je faisais tout pour que ça se voit pas. Oui, parce que ta seule envie, en fait, c'était de travailler. Moi, je voulais travailler. Et à un moment, ça bloque. Voilà. Donc on crée son entreprise, quoi. Et on crée son entreprise. Comment ça se passe depuis ? Au niveau de la recherche des clients. C'est pas toujours évident parce que d'abord, tout le monde le sait, hein, pour n'importe quelle entreprise, que ça soit auto-entrepreneur ou une autre entreprise, quand on démarre une entreprise, c'est 3 ans de pérennité avant d'être vraiment d'avoir une entreprise qui est pérenne, enfin, sauf vraiment gros problème. Mais c'est très très long parce qu'il faut se créer un réseau, il faut que ce réseau, ici c'est beaucoup le bouche à oreille, donc il faut qu'il y ait une confiance qui s'établisse. Donc moi petit à petit, il y a une confiance qui commence à venir, mais ça reste quand même néanmoins très très compliqué. En plus, il faut se faire connaître. Donc pour se faire connaître, il faut dépenser de l'argent pour faire de la publicité. Je veux dire, on peut pas créer une entreprise sans dépenser, sans mettre de l'argent sur la table. C'est pas possible. Oui. Si on veut gagner, il faut forcément débourser certaines sommes. Oui, ne serait-ce que pour les cartes de visite, les choses comme ça. Bon, ça a un coût, quoi. Mais il y a plein de choses qui ont un coût. Donc, ça, c'est pas toujours évident non plus. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui se profile, on essaye de s'engouffrer, de se faire connaître. Moi, il m'est arrivé même de faire des choses gratuitement pour qu'on reconnaisse réellement la qualité du travail. Et la personne, du coup, elle est contente. Donc, forcément, elle va parler de moi.
Voilà, et on en est là, quoi. Mais c'est très, très compliqué. C'est très compliqué. Tu as pu être aidée financièrement. Oui, alors grâce à l'AGFIP, grâce à Marie-Camille, pour acheter du matériel. Super. Non, on va te recommander. Super. Non, mais vraiment, il y a des bons retours. Mais non, mais c'est vrai. Je veux dire, elle a validé mon projet. Elle a bien compris que j'étais en pleine capacité et que ce que je faisais, c'est une réelle passion. Oui. Et puis moi, je suis vraiment dans l'humain, et ça, je tiens vraiment encore à la... C'est pour moi, c'est important, parce que l'humain, on a tendance à l'oublier. Je pense qu'elle te l'a répété. Oui, bien sûr, mais parce que voilà, c'est le fin fond de son projet, c'est vraiment le... Mais je le répète constamment. C'est ma ligne directrice. Oui, complètement. Et bon, dans les ressources humaines, c'est vrai que l'humain, c'est quand même le point. Oui, Pierre pourrait nous le dire également. Il ne l'est pas forcément. Il n'est pas forcément, mais il est censé y être. Il est censé y être. Mais surtout, donc, grâce à elle, j'ai pu m'acheter donc, du matériel pour travailler à domicile, du matériel quand même de qualité, avoir un fauteuil qui soit ergonomique. C'est pas rien, quoi. C'est pas rien parce que c'est quand même... Le bureau même qui s'adapte. Voilà, avoir vraiment du matériel qui va s'adapter déjà à une bonne posture. À une bonne posture. Et contrairement à ces petits sièges, tu es en train de dire. C'est pas faux. Mais... voilà, et ça c'est très important parce que il faudrait sortir cette somme qu'on n'a pas forcément. Oui, bien sûr. Donc c'est évidemment que c'est d'une aide, c'est une aide qui est fantastique. Après, voilà, il faut tenir les 3 ans parce qu'on a quand même. Voilà, il y a bon, c'est une date un peu qu'on se fixe, c'est un petit palier en soi. Non, c'est une date butoir par rapport à la GFIP, parce que si par exemple on a le malheur de fermer, ce qui n'est pas, j'espère, non, moi je vais tenir de toute façon parce que je crois à ce que je fais, mais il faut rembourser. Ah oui. Il y a des critères, bien sûr, il y a des critères. Mais pourquoi donc 3 années? Parce qu'on estime qu'une entreprise, avant de se dire si elle est pérenne ou elle ne l'est plus, il faut entre 2 et 3 ans. On entend que la durée d'une start-up, en règle générale, c'est 2-3 ans. Voilà, donc même plus 3 ans que 2, parce qu'il y a des fois des environnements qu'on ne prévoit pas, comme le Covid. Donc si on disait qu'au bout d'1 an, ça ne fonctionnerait pas, si on est tombé pendant le Covid, bien sûr que ça reste compliqué. Mais voilà, donc au bout de 2-3 ans, le temps de déployer toute la communication, se créer des partenariats, prospecter massivement. C'est vrai que voilà, en 6 mois, 1 an, puis après avoir ces réalisations qu'on peut montrer à d'autres clients aussi, il nous faut donc c'est pas en 6 mois, 1 an qu'on peut voir si un projet, si l'entreprise ne fonctionnera pas. Non. Et l'entrepreneuriat, on le sait, c'est pas dire... Alors certains, oui, certains ont déjà énormément de clients parce qu'ils sont connus dans le salariat, donc les clients attendent qu'ils soient en entrepreneuriat. Mais si on crée une activité où il faut se faire connaître, il y a une notoriété à créer, bien sûr qu'il y a un temps avant de lancer l'entreprise et de générer des revenus qu'on a envisagés, en tout cas, ou qu'on souhaite envisager. Donc, tu disais que la GFIP, du coup, ça pouvait aider à travers une subvention, mais aussi à travers des accompagnements ou des formations. Est-ce que vous avez des personnes dans vos accompagnements où la GFIP a pu payer des formations, par exemple? Alors nous, on ne travaille pas avec la GFIP parce que, si je ne me trompe pas, c'est un marché public que BGE détient. Donc je laisserai plutôt répondre. Alors, après, à savoir, moi que j'accompagne les entrepreneurs pour une demande de prime à GFIP, mais certains, il y a des critères d'éligibilité et certains n'y répondent pas. 1, voire 2, voire 3. Il n'y en a que 3 de critères d'éligibilité. Dans ce cas-là, oui, c'est en cela que la GFIP finance aussi l'accompagnement simple. Ça veut dire qu'on ne demande pas la prime. Par contre, derrière, on va structurer le projet. On va faire le même travail. La seule chose qui va différencier d'un travail où on va demander la prime, c'est qu'on va demander on va pas demander la prime. Mais par contre, on va accompagner, on va structurer le projet, on va étudier la viabilité, on va voir si le projet est compatible avec les aspirations du bénéficiaire. Et derrière, on accompagne aussi post-création, etc. Donc là aussi, il y a un financement d'accompagnement, mais sans la prime.
D'accord, très bien. Oui, Aprova, c'est un peu particulier. Excuse-moi, Pierre. En fait, c'est une scope. Tu vas peut-être représenter plus particulièrement Aprova, où les personnes d'abord peuvent rentrer par un contrat cap, ou voilà. Réexplique un peu le cheminement d'Aprova. Alors, pour refaire un petit peu l'histo, on parlait de genèse. À la base, Apro, c'est une association qui a été créée en 2002. Ça a été la première association transformée en scope de Corse en 2006, si je ne m'abuse. Et donc, depuis ce jour-là, en fait, Apro propose un modèle entrepreneurial assez différent, dans le sens où on permet à des porteurs de projets de tester leur activité. C'est-à-dire que c'est une étape en amont de la création. Donc, avant de s'immatriculer, avant de créer une entité juridique qui existe à part entière aux yeux de la loi, blablabla, on leur permet de tester un projet, une idée. Donc, c'est pendant un temps. Ce temps-là peut être renouvelé. Donc, en règle générale, on est plutôt sur 6 mois, renouvelable 2 fois. Donc, on est sur des périodes d'environ 1 an et demi. Et durant cette période-là, donc, ils testent le projet, ils testent l'idée, je me répète. Mais c'est important. Pourquoi ? Parce que on va avoir des personnes, tout type de profil. Vous allez par exemple avoir des anciens étudiants qui sortent d'études et qui ont envie de tester une idée, de tester un projet. Ils ne savent pas si ça va marcher, ils ne savent pas s'ils vont avoir les clients, ils savent pas, et ils ont besoin de se tester eux-mêmes aussi. Et du coup, Approf propose ce statut-là via le contrat CAP, donc contrat d'appui au projet d'entreprise. Mais il y a encore une particularité, c'est-à-dire que nous, on est une SCOP et une coopérative d'activité et d'emploi. C'est-à-dire que, comme notre nom l'indique, on travaille beaucoup en coopération, en collaboration. C'est-à-dire que lorsque vous entrez dans ce dispositif-là via Approve, vous faites partie d'un écosystème et vous êtes accompagné par d'autres entrepreneurs, par nous aussi également, mais par d'autres entrepreneurs, puisque l'objectif, c'est de collaborer et de coopérer. Ensuite, par rapport à ce contrat CAP-là, il y a une poursuite, dans le sens où une fois que le contrat CAP est terminé, une fois que le test est effectué, on fait le point et on dit à la personne, voilà, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, on fait le point et on a un autre dispositif qui lui s'appelle le contrat d'entrepreneur salarié, donc qui lui est propre au CAE. C'est l'étape d'après en fait, c'est là où on va pouvoir salarier l'entrepreneur sur sa propre activité. C'est-à-dire qu'avant, sur le contrat CAP, c'est pas un contrat de travail, c'est un contrat dit d'engagement. Là, sur le contrat d'entrepreneur salarié, on est sur un vrai contrat de travail, donc c'est un CDI à durée indéterminée, où le salarié, l'entrepreneur, va devenir salarié de la coopérative. D'accord ? Et il aura des fiches de paye qui seront définies en fonction du chiffre d'affaires qu'il générera tout au long de l'année. Donc nous, on a des entrepreneurs salariés qui sont là depuis le début. On a bien sûr des nouveaux au fil des ans. On a en règle générale une vingtaine d'entrepreneurs salariés sur l'année. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'aurais dû, mais Apro rayonne sur tout le territoire insulaire. Donc on a une antenne à Bastia, également à Porto Vecchio. Le siège est à Ajaccio, mais voilà, on a des entrepreneurs salariés sur tout le territoire insulaire. Donc voilà un petit peu au bout d'un certain temps, ils peuvent même devenir du coup associés. C'est ça, exactement. Tu fais bien de le dire. Au bout de 2 ou 3 ans, l'entrepreneur salarié a la possibilité de rentrer au sociétariat, donc de la SCOP, et du coup d'acheter des parts de l'entreprise et de participer à la vie dite démocratique de la SCOP. Parce qu'en fait, chez nous, on a un principe démocratique de une personne égale une voix. C'est-à-dire que tu aies 1 000 euros ou 10 000 euros dans l'entreprise, ton poids est le même. Peu importe ton investissement financier, je dirais. Ouais. Je vous renvoie vers l'épisode de capsule de l'ESS où on explique les principes de l'économie sociale et solidaire et du coup de la démocratie, une personne égale une voix. Vous avez des personnes handicapées qui sont entrepreneurs salariés ou associés dans la structure ? Alors, non. On a, je pense à 2 ou 3 personnes qui pourraient avoir une RQTH, mais qui à ce jour ne l'ont pas demandé. Donc on revient encore sur ce système de tabou. Et la phrase qui ressort toujours, c'est « Oh, qu'est-ce que ça va rien changer, ça va rien changer, ça va rien m'apporter ». Alors qu'au contraire, on l'a vu tout à l'heure, il y a des dispositifs, il y a des parcours spécifiques, des aménagements aussi peut-être par rapport au poste. Mais voilà, c'est encore très tabou chez nous. Alors je ne sais pas si c'est la même chose sur le continent, mais en tout cas chez nous, on a ce vrai tabou de dire qu'est-ce que tu as besoin de savoir si j'ai le handicap ou pas le handicap.
Alors moi, je vais quand même rebondir sur ce que vous dites. Ici, oui, c'est vrai que c'est tabou. Par exemple, j'ai une amie qui est sur le continent. Elle devrait être reconnue travailleur handicapé parce qu'elle a eu de nombreux accidents. Enfin bon, c'est quand même très très lourd ce qu'elle vit. Mais c'est le parcours du combattant. Pour avoir la validation. Pour avoir la validation. Ouais. D'abord parce que, je vais vous dire honnêtement, d'abord on commence par son médecin généraliste qui doit remplir donc un document. Le médecin généraliste, il n'est pas forcément ouvert parce que ça lui prend du temps, même si excusez-moi, je vais peut-être un peu dénoncer des choses, mais ils ont quand même 70 € qui est payé pour remplir une fiche. Mais ils ne le font pas. Mais il y en a qui veulent pas le faire. Il y en a qui veulent pas le faire parce que ça va leur prendre du temps, parce que ils n'ont pas envie de mettre du temps dans. Oui, parce que c'est quand même long. Il y a plein de caches à poser. Il y a des choses à écrire. Voilà, et c'est compliqué. Enfin, moi, j'ai le retour de plusieurs personnes, des personnes qui connaissent pas leurs droits non plus. Ou moi, je les ai aidés à monter leur dossier pour qu'ils aient leur reconnaissance. Et obliger aussi les médecins à faire leur travail. Tu dis première personne, du coup, c'est les médecins. Ensuite, du coup, c'est de passer devant un comité. Alors, d'abord, il y a le médecin. Après, on envoie ça à la maison du handicap. La maison du handicap, c'est aussi très long. Ensuite, donc, on va avoir un rendez-vous avec le médecin conseil, qui a de toute façon tout votre dossier médical. Parfois, on se pose la question s'ils l'auraient vraiment lu. Pardon, c'est vrai qu'ils ne vont pas être contents, mais c'est la vérité. C'est compliqué. Et après on attend que ça passe en commission. Oui. Donc, ça prend des mois et des mois. D'accord. Oui, d'où le parcours du combattant. En fait, on en arrive à la dernière question. Cette table ronde est bientôt terminée. Et donc, tu me fais la transition. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour valoriser du coup les droits des personnes qui sont atteintes de handicap, que ce soit au niveau peut-être de l'assurance maladie, de l'accompagnement dans la santé, des entreprises qui pourraient embaucher des personnes en situation de handicap et des personnes qui pourraient faire appel à des entrepreneurs pour tout service qui sont également atteintes de handicap. Déjà, moi je trouve qu'il faut vraiment lever le tabou, donc ça passerait par faire de la communication, de la vraie communication sur réellement ce que c'est le handicap invisible, se dire donc pour que ça lever donc déjà ces tabous-là. Et ensuite, et même visible, parce que... Et même visible, bien sûr. Une personne qui est atteinte de handicap visible... Bien entendu, mais ça, ils le voient. Donc, ils ont cette conscience. Mais ils ont peut-être des... Plus de freins, peut-être mais par contre, il va y avoir des freins au niveau du travail. Il y a toujours ces idées limitantes. Il y a toujours ces idées limitantes, complètement. Mais bon, donc, moi, je pense qu'il n'y a pas cette communication là-dessus. Ça, c'est bien évident pour expliquer que on est des personnes comme n'importe quelle autre personne. Peut-être qu'on sera peut-être plus assidu, peut-être même qu'on en voudra plus. Ouais. Et ensuite, réellement, avoir connaissance des parcours par lesquels il faut passer, parce que finalement, quand on vous connaît pas, quand tout le monde ne connaît pas ses droits. Ouais. Et ça devrait être automatique. Je veux dire, la sécurité sociale, par exemple, qui a connaissance, puisqu'en plus, maintenant, il y a, en plus de... C'est le parcours santé, là, enfin, le machin. Oui, sur Internet, c'est ça. Oui, et puis pour qu'on ait en application, on met tout. Oui, un livret pour expliquer les droits à la personne. Mais ils ont toutes ces informations. On dirait qu'ils sont informés de rien, en réalité. Est-ce qu'il faudrait, donc, première chose, ça serait faire de l'information pour sensibiliser, voilà. Est-ce qu'après, il y aurait de la médiation peut-être à faire entre des structures d'accompagnement et des entreprises pour dire, les entreprises ont droit à ça sur des salariés en situation de handicap. Vous prenez, ou même peut-être des informations collectives, enfin, je ne sais pas, pour dire, si vous prenez
prenez quelqu'un en freelance, le travail est tout aussi bien fait. Vous valorisez même votre image parce que vous êtes inclusif, etc. Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où je pense qu'il faudrait qu'on montre beaucoup plus d'exemples de personnes qui ont réussi ou moins bien réussi, on va dire, de montrer, de dire, bon voilà, ces personnes-là ont un handicap, elles ont réussi, elles ont peut-être même mieux réussi que certaines personnes. Donc, je pense que ça passe aussi, bon, on parle de communication, mais par montrer l'exemple. Les interviews. Voilà, système d'interview, exactement. Tout à fait. Montrer des cas concrets de personnes qui ont réussi, parce qu'il y en a, nous on en a, et des personnes qui ont réussi, j'imagine que BG en a aussi, et là on a l'exemple ici, mais montrer des exemples de personnes qui ont une situation de handicap et qui réussissent. Je pense que ça passe par ça. Puis il faut être bien conscient que quand on est justement à son propre compte, qu'on passe par une auto-entreprise, ou voilà, c'est qu'on est motivé. On va se donner 2 fois plus parce que sinon il n'y a pas de revenus de toute façon. Bien sûr. Donc évidemment qu'on va aller au boulot et qu'on va faire ce qu'il y a à faire. Et on sera même peut-être plus fiable que d'autres personnes. Et on sera peut-être moins gourmand aussi que d'autres personnes. Parce qu'on a cette conscience aussi du fait que... on essaye d'équilibrer aussi les choses, ce qui me paraît pour moi un petit peu normal. Après, encore une fois, dans l'humain, ça me paraît normal. Les entreprises, sachant qu'elles ont une obligation d'emploi, donc c'est une obligation, sinon elles ont donc des 6%, elles ont des amendes. Ça veut dire qu'elles le font parce que c'est imposé. Et oui, mais on passe par là pour l'acceptation aussi. Les quotas, enfin, je comprends le... Oui, mais c'est pas normal. Le point de vue, enfin, je comprends je ne sais pas comment dire, les deux côtés, les deux parties. D'un côté, si on fait des quotas, c'est pour dire, bon, vous avez l'obligation, mais au bout d'un moment que vous aurez compris pourquoi il y a cette obligation, vous embaucherez naturellement des personnes qui sont en situation de handicap parce que vous verrez de toute façon les apports. Mais après, une personne qui est atteinte de handicap se dit, ouais, mais je suis là parce qu'il y a un quota. Donc, je comprends tout à fait les deux côtés, mais en fait, c'est le temps que ça se fasse, peut-être. Parce que là, c'est le temps que ça se fasse. D'éduquer, de sensibiliser, de... Oui, mais ces quotas-là, je veux dire, ne fonctionnent que pour des entreprises avec un certain nombre de personnel. Il y a des entreprises qui ont beaucoup moins de personnel qui n'ont pas cette obligation de quota. Moi, mon problème, c'est le mot obligation. Vous voyez ? Et c'est là où je pense que réellement, il y a une éducation. Il y a vraiment un manque de compréhension. Et c'est là où il y a des acteurs qui se doivent réellement d'intervenir au sein de ces entreprises, qu'elles soient petites comme grandes, pour pas qu'il y ait ce phénomène d'obligation. Parce qu'obliger, c'est... Ça serait le terme à changer, la tournure. Peut-être donner des bonus aux entreprises ou des... Plutôt que de donner un bâton et frapper avec une pénalité, peut-être encourager d'une autre manière. Parce que l'obligation, c'est un ordre. Voilà, c'est un ordre. Et l'humain, l'ordre... Alors que, l'humain a des réticences avec l'ordre, donc c'est comme ça. Puis les entreprises, évidemment... Ça serait de pivoter, en fait, cette loi, cette obligation. Non, puis sachant qu'elles vont avoir des amendes, donc forcément, elles vont prendre les 6%. Mais en réalité, elles n'en ont rien à fiche. C'est pas le problème. Le problème, il est que tout le monde n'a pas forcément envie de travailler dans des grandes entreprises. Tout le monde n'a pas forcément les capacités de travailler dans des grandes entreprises. Et que ça devrait être plus ouvert à d'autres, même petites entreprises qui aimeraient pouvoir embaucher, mais qui ne peuvent pas forcément. Et qui avec ont un ces bonus. Préjugés. Et avec un bonus, pourraient... Voilà, mais exactement. Et puis, justement, ces médiateurs qui vont faire en sorte de lever le voile aussi en disant, quelqu'un qui a un handicap n'est pas forcément une boule de plomb à tirer. Non, c'est peut-être quelqu'un qui, finalement, a un très beau potentiel et qui va vraiment vous apporter une plus-value dans votre entreprise parce qu'elle a telle et telle qualité, parce que sa vie et sa façon de voir les choses. Oui, puis son passé professionnel et plein de choses. Finalement, il y a des compétences transverses qui vont être là et qui vont vous apporter beaucoup. Qu'elle va avoir une vision humaine peut-être différente, que je veux dire, c'est une valeur ajoutée. Et c'est dommage que ça soit pas plus appuyé, qu'on ne l'entende pas.
Alors maintenant, il y a de plus en plus de choses qui sont faites sur tout ce qui est sportif, tout ce qui est les événements, voilà. Oui, comme les Jeux Olympiques, valorisation des personnes que je trouve fantastique parce que en situation de handicap. C'est ces gens-là qui alors ils sont un exemple extraordinaire de réussite et de montrer à quel point, quand on a la volonté, on passe outre certaines choses. Bien sûr. Et moi, je suis en admiration devant ces personnes. Quand vous voyez des personnes qui ont plus de bras, comme on a quelqu'un chez nous qui nage, qui va traverser. Mais il faut un mental d'acier. Et c'est là où il faut se rendre compte que quelqu'un c'est nos modèles dont tu parlais tout à l'heure, nos modèles c'est eux, c'est par eux qu'on va sensibiliser ces gens qui sont les entreprises, les structures, sont sur fauteuil roulant, et même les institutions publiques en fait. Qui vont faire du basket, les gens qui manquent des jambes, qui ont des prothèses, qui vont aller courir, et qui font des prouesses absolument incroyables. Et ça marche de partout en réalité. Et ces gens-là, moi, je les trouve extraordinaires. En tout cas, nous, on te trouve extraordinaire à cette table, Sandrine. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé lors de cette table. Petite phrase de conclusion, on va commencer par Pierre. Alors, moi, je dirais que c'est via cet échange qui est très, très riche, lorsqu'on a un handicap, ça n'empêche en aucun cas de créer son emploi ou de créer son entreprise. Vous pouvez être accompagné par des structures qui ont la compétence et l'expérience de ça. Donc, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est n'hésitez pas, lancez-vous. Peut-être que vous allez faire des erreurs, peut-être que vous allez avoir des échecs, certes, mais c'est la vie. Merci. Sandrine. Moi, je vais vous remercier de m'avoir invitée donc à cette table parce que finalement, j'ai pu exprimer réellement mes idées, parler du handicap en général. Et puis peut-être, j'espère que ça va pouvoir sensibiliser certaines personnes, prendre conscience que les choses évoluent et que ces personnes-là, que ça soit handicap visible ou invisible, sont des personnes qui sont bien souvent bien plus fortes que ce qu'on croit et que ce sont des personnes sur lesquelles je pense réellement qu'on peut compter malgré ce que l'on peut malgré nos idées reçues croyances, malgré nos idées reçues bien sûr. Mais bien sûr merci à toi d'avoir été présente à la table. Merci à vous tous. Voilà, mais ce qu'il faut dire, c'est que quel que soit son handicap, s'il y a un projet de création d'entreprise, il faut se faire accompagner. Je reviens vers ça, il faut se faire accompagner parce que même s'il ne vient pas à être développé, finalement, on reste juste au statut de l'idée et on se dit non, finalement, je ne vais pas le développer, mais d'être accompagné, c'est d'être mis au courant de tout ce qui existe. Parce que ça soit APROV ou BGE Corse, on est un réseau de partenaires, que ça soit au niveau de l'emploi avec Pôle emploi, Cap emploi, que ça soit au niveau des couveuses, que ça soit au niveau des structures d'accompagnement à la création d'entreprises, que ça soit des financeurs même. Voilà, on est un vaste réseau et d'aller se diriger vers un partenaire, c'est la possibilité de s'ouvrir à différents autres partenaires parce que nous on met en relation, que ce soit APROV ou BGE Corse, on met en relation avec tous les partenaires et que ça soit fait dans les clous. Parce qu'on aille voir le bon partenaire au bon moment et c'est vrai que ça on le remarque souvent. Je vois certains entrepreneurs qui arrivent à nous, BGE, on voit qu'ils sont arrivés devant nous par recommandation d'un partenaire, mais pas spécialement au bon moment. D'accord. Aussi, c'est ça aussi que je pense qu'il faut aussi changer, c'est que l'entrepreneur en situation de handicap ou même qui n'est pas en situation de handicap soit dirigé vers les bonnes structures au bon moment. Au bon moment. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose, surtout, c'est pour ces personnes, j'ai envie de leur dire, croyez en vous. Parce que c'est hyper important de croire en soi. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Il faut croire en soi à 100%. Quand on croit en soi à 100%, on va prendre plus de force. Exactement. Et ça, c'est important. Donc, il faut croire en soi. Il faut aller au bout des choses. Même si on échoue, en tous les cas, il vaut mieux essayer et même si finalement, ça n'a pas marché. Ça ne se concrétise pas, quoi. Que d'avoir des remords. On essaye. Voilà. Il ne faut pas avoir de regrets.
Il ne faut pas avoir de regrets, exactement. Il ne faut pas avoir de regrets. Donc il faut c'est le mot de fin. L'entrepreneuriat, c'est une super aventure, je pense. Oui, on sera d'accord avec ça. Oui. Vivez cette aventure et n'ayez pas peur. Non, croyez en vous. Vraiment, croyez en vous. Merci beaucoup à tous les trois de votre temps et de vos paroles. C'est un épisode de Capsule qui est financé par la M3E et BPI France. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci. Merci.